Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à un modèle de propagation d'épidémie qu'on appelle le modèle SIS, donc je vais le noter ici, SIS. Alors ces temps-ci avec l'épidémie de Covid-19 vous avez certainement beaucoup entendu parler du modèle dit SIR. D'accord, donc c'est un modèle qui considère que la population est compartimentée en trois parties. Donc une partie qui concerne les personnes qui sont susceptibles. Donc les susceptibles, c'est toutes les personnes qui qui sont saines au départ et qui peuvent attraper la maladie. Il y a un second compartiment qui est le compartiment des personnes infectées. Donc ça c'est les personnes qui ont attrapé le virus et qui sont susceptibles d'infecter d'autres personnes saines. Et il y a un troisième compartiment qui est le compartiment des personnes remises, ou en anglais on appellerait recovered. Je vais juste les appeler remises en français. Donc c'est trois compartiments. Et donc ça en fait, ces personnes remises sont des personnes qui étaient anciennement infectées et puis qui ont du coup sont devenues immunisées parce que elles se sont guéries, elles ne peuvent plus être infectées. Alors ce modèle est très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Malheureusement en fait les équations différentielles qui le régissent n'ont pas de solution analytique, donc on ne peut que explorer ce modèle là de façon numérique. Donc je ferai une autre vidéo sur ce modèle là. Mais aujourd'hui je vais m'intéresser davantage au modèle SIS. Et la raison pour laquelle je m'intéresse à ce modèle là, c'est parce que celui-ci a des solutions analytiques, on est capable de résoudre les équations différentielles de ce modèle-là de façon complètement analytique. Alors, c'est un modèle malgré tout qui est non linéaire, les équations différentielles sont non linéaires et la plupart des équations différentielles non linéaires n'ont pas de solution analytique, mais ce cas-là en a. Et donc dans le modèle SIS, donc il n'y a pas de compartiment de personnes remises, il n'y a que des susceptibles et des infectés. Donc typiquement c'est un modèle qui s'applique davantage à des maladies pour lesquelles on n'est pas immunisé de façon pérenne, disons. Donc ça peut être le cas par exemple du rhume commun ou encore de la grippe saisonnière. Donc on a deux compartiments. Donc la population totale, la population totale est constituée de n individus et on a deux compartiments. Un compartiment qui contient grand S personnes saines, susceptibles, et grand I personnes infectées. Enfin, je vais l'appeler grand I comme ça. Et donc ces deux réservoirs communiquent, ça veut dire qu'on a des personnes qui peuvent devenir infectées, donc qui transitent du compartiment S vers le compartiment I, et des personnes qui étaient anciennement infectées, qui guérissent et qui reviennent dans le compartiment sain. Donc on suppose que ces deux compartiments contiennent l'intégralité de la population et qu'on va considérer comme constante. Donc ça veut dire que S plus I est égal à une constante. Donc ça veut dire en particulier qu'au cours du temps, vu que c'est une constante, sa dérivée va être nulle, donc dn sur dt est égal à 0. Et donc ce qui veut dire que à tout instant, on a la dérivée de s qui est égale à moins la dérivée de i. Et ça nous sera très utile parce qu'en fait ça signifie qu'il suffit d'avoir résolu complètement le problème pour la population d'infectés pour l'avoir totalement résolu pour la population susceptible. Alors, on a besoin de savoir quel est le taux d'infection des susceptibles. Donc ça, bien sûr, c'est quelque chose qui va être forcément proportionnel à S fois grand I. D'accord ? Donc pourquoi S fois grand I ? Tout simplement parce que plus on a envie que ce soit quelque chose qui va diminuer ce taux d'infection à mesure que la population de personnes saines est faible. Moins il y a de gens sains qui restent, qui demeurent, plus ça va être difficile de les infecter. Et de la même façon, moins il y a de gens infectés, plus ce taux doit être faible. Donc en fait, ça va être tout simplement proportionnel à cette quantité-là. Et si je veux en plus exprimer ce terme-là en fonction de la proportion de personnes saines par rapport à la population totale, et ben je vais juste le normaliser par grand N.
Et donc, pour ce qui concerne la population de personnes infectées, eh bien, il y a une certaine quantité, une certaine fraction de ces personnes-là qui va repasser dans le compartiment S, et donc qui va être proportionnelle à la portion de personnes infectées. D'accord. Donc ça, ce gamma-là, c'est le taux de rémission, en quelque sorte, des infectés, alors que le terme bêta fois S divisé par grand N, c'est le taux d'infection. D'accord. Donc ça veut dire que ces termes-là, en fait, vu que ce sont des taux, ils sont proportionnels à l'inverse d'un temps. D'accord. Donc on pourrait dire que ça, c'est 1 sur un temps caractéristique d'infection, et que ça c'est 1 sur un temps caractéristique, non pardon, un temps caractéristique de rémission, ici, et là un temps caractéristique d'infection. Voilà, donc une fois qu'on a ça, bah, on peut établir les équations différentielles qui gouvernent cette épidémie. Donc vu que donc le taux avec lequel on est en train de retirer des personnes du compartiment grand S, c'est bêta ici sur grand N, et ben c'est tout simplement le terme qui retire des individus du compartiment grand S, et puis à chaque instant infinitésimal, et ben je récupère une certaine population gamma fois i d'individus dans mon compartiment de personnes saines. Et donc, bien sûr, puisque la dérivée de i est égale à moins la dérivée de s, bah, j'ai tout simplement l'opposé de ça pour i. Donc j'ai di sur dt qui est égal à bêta s grand I divisé par n plus moins gamma fois grand I. Alors, à partir de là, bien sûr, je peux exprimer grand S en fonction de i, puisque j'ai n qui est égal à s plus i. Ça veut dire que s est égal à n moins grand I. Donc je peux aller un peu plus loin en fait. Je peux dire que c'est égal à bêta facteur de n moins grand I divisé par grand N fois i moins gamma fois i. Et alors là, ça devient pratique en fait, au lieu d'utiliser la population totale, d'utiliser le pourcentage de la population. Donc si je normalise toutes ces équations par n, en fait, je vais me retrouver avec, au lieu de modéliser la population totale d'infectés, je vais modéliser la proportion d'infectés, petit i, qui est égale à grand I divisé par grand N. Donc j'ai juste à diviser cette équation-là par grand N. Puis de la même façon, on pourra exprimer petit s qui est égal à grand S divisé par grand N. Et donc du coup, l'équation différentielle ici, elle devient di divisé par dt est égal à bêta facteur de 1 moins petit i fois petit i moins gamma fois petit i. Et donc ça, c'est égal à bêta moins gamma fois i moins bêta fois i carré. Voilà. Donc en fait, l'équation différentielle que j'ai à résoudre, donc je vais arrêter de traîner un di sur dt, puis je vais juste l'appeler i', c'est i' qui est égal à bêta moins gamma facteur de i moins bêta fois i carré. Alors je ne vais pas vraiment faire un cours sur les équations différentielles non linéaires pour vous donner de façon très pédagogique toute la résolution de cette équation différentielle là. Je vais sauter quelques étapes, je vais juste mettre dans la description de la vidéo un lien vers une autre vidéo qui fait la résolution complète. Donc pour ceux que ça intéresse, en fait, vous pourrez aller regarder cette vidéo là pour regarder la résolution complète. Juste pour vous dire que le petit tour de passe-passe qu'on fait pour résoudre cette équation différentielle là, donc vu que là
on a la dérivée de i qui est proportionnelle au carré de i. En fait, c'est pas du tout une équation différentielle linéaire traditionnelle. Donc il faut faire un petit tour de passe-passe pour pouvoir la résoudre. Et ce tour de passe-passe, c'est qu'on pose la fonction f qui est égale à 1 sur i. Et donc dans ce cas-là, quand on fait ça, bah, en fait, on a f' qui est égal à moins i' sur i carré. Et donc quand on remplace i' par f', et ben on obtient l'équation différentielle suivante, c'est-à-dire que i' c'est égal à moins i carré f', qui est égal à bêta moins gamma fois i. I c'est égal à 1 sur f, donc c'est bêta moins gamma divisé par f, moins bêta fois i carré, bah, c'est 1 sur f carré, donc moins bêta sur f carré. Et donc si je divise toute cette expression là par moins i carré, j'obtiens tout simplement f' qui est égal à alors bien sûr moins 1 sur i carré c'est en fait égal à 1 sur f carré. Donc en fait ça veut dire que je multiplie tout le côté droit de l'expression par f carré et j'obtiens bêta moins gamma moins bêta moins gamma fois f carré fois f, pardon. Plus bêta. Et ça c'est une équation différentielle qui est complètement traditionnelle et que l'on sait résoudre, puisque c'est une équation différentielle du premier ordre avec une constante. Donc en utilisant la méthode de la variation de la constante, on sait lui trouver une solution. Et donc cette solution, je vais l'écrire ici, c'est tout simplement f de t qui est égal à... Alors je l'écris d'une façon un peu particulière, et la raison c'est qu'en fait on va prendre l'inverse de cette fonction pour exprimer la fonction i de t, qui est celle qui nous intéresse. Donc c'est f en 0, donc à t égale 0, exponentielle de gamma moins bêta fois t, facteur de 1 moins bêta divisé par f de 0 facteur de gamma moins bêta facteur de exponentielle moins gamma moins bêta fois t moins 1. Voilà, donc ça vous pourrez regarder la vidéo qui fait la résolution complète de l'équation différentielle pour regarder comment on fait. Donc si je prends, si maintenant je cherche petit i, bah c'est juste l'inverse de cette expression là. Et donc bien sûr, si à chaque fois que je prends l'inverse de f de 0, en fait j'ai i de 0, ce qui veut dire que je vais avoir comme solution pour i de t, i de 0, alors exponentielle de moins ce terme là, exponentielle de moins gamma moins bêta fois t, divisé par 1 moins bêta fois i de 0, divisé par gamma moins bêta, facteur de exponentielle de moins gamma moins bêta fois t moins 1. Alors voilà. Alors tout de suite on voit qu'il y a deux possibilités et que ces deux possibilités elles dépendent du signe de gamma moins bêta. Bien sûr, si gamma moins bêta est positif, d'accord ? Donc si gamma moins bêta est positif, on a une exponentielle décroissante ici, et on la retrouve ici. Donc il y a un cas où gamma moins bêta est positif,
D'accord? Dans ce cas-là, l'exponentielle de moins gamma moins bêta t a à l'intérieur de l'exponentielle un terme qui est négatif devant le temps. Donc avec le temps, ce terme-là décroît exponentiellement. D'accord? Et ici, on a également quelque chose qui décroît exponentiellement avec le temps et qui va tendre vers 0. Donc ça veut dire que si on regarde au temps long, la limite quand t tend vers plus l'infini de i de t, bah, ici on a quelque chose qui tend vers 0. D'accord? Donc ici on a quelque chose qui tend vers une constante. Donc au dénominateur on a une constante. Alors que ici on a une exponentielle décroissante qui tend vers 0 et qui va, quelle que soit la grandeur que j'ai au dénominateur, qui va être une constante, et bien ce terme-là va tendre vers 0 et donc j'ai la limite de i de t en temps long qui est égale à 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait ce terme-là, gamma moins bêta, s'il est positif, ça veut dire que le taux de rémission est supérieur au taux d'infection, et on obtient quelque chose de très logique qui est que le taux d'infecté va tendre vers 0. Et donc du coup, le taux de personnes saines en plus l'infini, il va tendre vers 100% de personnes saines. Alors l'autre cas, il est un peu plus intéressant, si j'ose dire. Quand gamma moins bêta est négatif, donc ça veut dire que le taux de rémission est plus faible que le taux d'infection. Si je regarde cette fonction, maintenant au numérateur j'ai quelque chose qui explose puisque j'ai une exponentielle de quelque chose de positif fois le temps. Donc au temps long en fait j'ai quelque chose ici qui va, enfin j'ai une fonction exponentielle qui croît. Et ici au temps long j'ai également quelque chose qui croît et qui va exploser. D'accord? Donc il va tellement exploser que il va tout dominer devant le terme qui est en 1 ici. Et tout ce terme-là, ça va tellement exploser que ça va être même très grand devant le 1 qui est ici au dénominateur. Donc, dans ce cas-là, au temps long, j'ai donc au numérateur i de 0 exponentielle de moins gamma moins bêta fois t. Au dénominateur, j'ai moins bêta i de 0 sur gamma moins bêta exponentielle de moins gamma moins bêta t. D'accord? Donc là j'ai les i de 0 qui vont se simplifier, l'exponentielle qui va aussi se simplifier, et je me retrouve avec moins bêta moins 1 sur bêta divisé par gamma moins bêta. Autrement dit, je me retrouve avec bêta moins gamma divisé par bêta, c'est-à-dire 1 moins gamma sur bêta. Donc ici, j'ai ce qu'on appelle la limite endémique. Donc on appelle ça une limite endémique parce que dans le cas où j'ai gamma, donc le taux de rémission, plus petit que bêta, le taux d'infection, eh bien ma population va tendre vers un état stable qui est une proportion d'infectés qui est constante. Donc en fait, si je trace en fonction du temps la proportion d'infectés, alors j'ai quelque chose qui va démarrer peut-être en t égale 0, j'ai quelque chose qui va démarrer avec un nombre d'infectés qui est très faible, disons, un petit nombre d'infectés, et au temps long qui va tendre vers une valeur limite qui est 1 moins gamma divisé par bêta. Et bien sûr, plus gamma va être petit par rapport à bêta, plus ce terme-là va être proche de 1, donc je vais être proche de 100% de personnes infectées. Et donc au début, si on revient sur la fonction, on voit qu'au début, donc quand t tend vers 0, ce terme-là tend vers 1, donc en fait le terme ici au dénominateur est proche de 0, donc j'ai plus que 1 au dénominateur. Par contre, la fonction, malgré tout, elle croît exponentiellement. Donc ça veut dire que au temps court, la fonction commence par croître exponentiellement avant d'atteindre une valeur
de saturation. Et de la même façon, en fait, pour ma proportion de personnes saines, bah, en fait, je vais avoir l'évolution inverse. Donc je pars de S de 0 et je vais tendre Alors je vais tendre vers quoi? En fait, au temps long, bah, je vais tendre vers la population totale, d'accord? Donc S en plus l'infini, ça va être égal à la population totale moins la population finale d'infectés. Donc c'est moins 1 plus gamma divisé par bêta, c'est-à-dire gamma divisé par bêta. Donc au temps long, j'arrive vers gamma sur bêta. Et donc je pars une fonction qui va décroître comme ça et tendre vers gamma sur bêta. Alors bien sûr, dans ce cas-ci, enfin le cas sur lequel on est passé un peu vite là, gamma moins bêta, où le taux d'infecté tend vers 0, là c'est une décroissance exponentielle à laquelle on a affaire. Hein. Bien sûr, on a le terme en exponentiel en haut, au numérateur qui domine et qui va tout faire décroître vers 0. Alors, je voudrais juste faire une petite analogie ici, donc qui n'a rien à voir avec la propagation d'épidémie, quoique les équations différentielles sont les mêmes, c'est ce qu'on appelle l'absorption à deux photons. Donc l'absorption à deux photons, c'est un phénomène non linéaire qui se produit quand à forte puissance dans des milieux qui ont une forte non-linéarité. Donc par exemple, on peut considérer la propagation d'une onde lumineuse qui a une longueur d'onde de 1500 nanomètres par exemple, ou 1550 nanomètres disons, c'est la longueur d'onde télécom, et qui se propage dans un guide de silicium ou encore d'arsenure de gallium. Et donc dans l'arsenure de gallium, en fait, on a un système qui est un semi-conducteur, donc qui a une bande de valence et une bande de conduction, et un gap direct. Et ce gap, l'énergie du gap, donc correspond à une longueur d'onde qui est de 870 nanomètres. D'accord? Donc 870 nanomètres, ça veut dire que on est un petit peu au-dessus de la moitié de la longueur d'onde, ici, on va dire lambda 0, la longueur d'onde de la lumière qui se propagerait dans le matériau. Et donc ça veut dire que si je viens avec suffisamment d'intensité, la probabilité d'absorber deux photons simultanément devient suffisamment importante pour que ça puisse commencer à se voir. C'est-à-dire que je peux exciter un électron de valence et un porteur de charge, disons, dans la bande de valence et le mettre dans la bande de conduction en absorbant simultanément deux photons à lambda 0. Ça veut dire que j'ai suffisamment d'énergie pour le faire. Et dans ces cas de figure-là, la façon dont on modélise ce matériau, c'est avec une... Donc ça, je précise que c'est un effet non linéaire d'ordre 3, d'accord? Donc ça dépend du qui 3 dans le semi-conducteur. Et la façon dont on modélise l'absorption dans ce matériau-là, c'est une absorption qui n'est plus linéaire, d'accord? Donc qui n'est plus constante. C'est une absorption qui dépend de l'intensité de la lumière qui se propage dedans. Et donc elle est égale à l'absorption linéaire, celle qui est effectivement constante, plus un terme qui est proportionnel à l'intensité. Et du coup, l'équation différentielle qui régit cette propagation, donc la dérivée de l'intensité de la lumière qui se propage dans ce guide par rapport à l'unité de longueur, c'est égal à donc moins alpha i, qui est le terme classique, celui qui fournit la loi de Beer-Lambert, moins donc c'est moins alpha i, donc en fait c'est moins alpha 0 moins bêta i fois i, donc ça devient moins bêta i carré. Et là on retrouve quelque chose qui est très semblable à l'équation différentielle qu'on vient de résoudre, sauf qu'elle était temporelle au lieu d'être spatiale. Et donc la solution est du même type, c'est-à-dire que c'est une solution qui va ressembler à ça, où vous remplacez t par x, et bon, au lieu d'avoir gamma moins bêta, ici vous avez alpha 0. Et au lieu d'avoir bêta sur gamma moins bêta, ici vous avez bêta.
et donc qui a exactement le même type d'allure. Et donc, alors pour être exact, en fait, on va avoir généralement pour caractériser ce genre de matériau-là, on va considérer un guide. Donc ici un guide d'arsenure de gallium par exemple, mais ça peut être un guide de semi-conducteur, mais surtout qui est non linéaire, donc qui a ce type d'absorption. On va injecter une certaine intensité I de 0 en entrée, et on va regarder l'intensité qui en sort, I de L. Et aux faibles intensités, pardon, c'est I de L qu'on regarde en fonction de I de 0. Donc aux faibles intensités, on a quelque chose qui va évoluer linéairement, c'est-à-dire que l'intensité en sortie est proportionnelle à l'intensité en entrée, et puis qui au bout d'un moment va saturer. Et ça caractérise la non-linéarité due à l'absorption à 2 photons. Donc c'est un système seuillé, ça permet de faire en particulier des systèmes ce qu'on appelle des limiteurs optiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et c'en est tout pour aujourd'hui.